La démocratie se définit dans l'entendement populaire comme étant le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Pour user d'une formule empruntée à Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis d'Amérique. On peut dire que ce système politique est le plus répandu à notre ère, même si elle revêt différentes formes. Celle qui focalisera notre attention ce soir est la démocratie représentative, qui permet au peuple d'exercer sa souveraineté par l'intermédiaire de représentants élus à qui il délègue le pouvoir pour un mandat limité dans le temps. La pratique ces dernières années à l'échelle de notre continent, par exemple, a fait surgir dans le discours politique la notion du consensus, que les minorités issues d'élections et autres groupes d'intérêt, sociétés civiles, syndicats, leaders religieux, tendent à imposer comme un maillon essentiel du fonctionnement institutionnel établi. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle du Bénin, dans sa décision DCC numéro 06-0114 du 8 juillet 2006, lui attribue même une valeur constitutionnelle. Alors, ce glissement ne vient-il pas dépouiller la démocratie représentative de sa substance qui veut qu'une majorité issue du vote puisse exercer pleinement le mandat à lui confié par le peuple? Cette notion du consensus ne constitue-t-elle pas en réalité un autre mécanisme de marchandage et de blocage de l'ordre institutionnel légal? Quelle est la place du consensus en démocratie représentative? C'est ce que nous allons explorer ce soir avec nos deux invités. Et nous avons la chance d'avoir deux politistes sur ce plateau, Dr Patrick Henou, également sociologue et maître assistant des universités du CAMES, et par ailleurs expert en gouvernance démocratique et développement. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour moi d'être à cette table pour discuter avec vous. Un plaisir partagé. Nous avons en face le docteur Fidèle Kadoupé Aïnan, également maître assistant des universités du CAMES et spécialiste en sciences politiques, politiste comme je l'ai dit au départ. Bonsoir. François Xavier, bonjour. Merci de nous rejoindre encore pour un débat qui, espérons-le, contentera nos amis téléspectateurs. Alors, commençons par une clarification conceptuelle. Quand on parle consensus, démocratie représentative, d'abord consensus. Je vous remercie François Xavier. Merci d'avoir provoqué ce débat qui n'a d'autre fin que la vérité scientifique par rapport à ce que nous pouvons apporter ici en matière d'expertise du politiste, en tout cas des politistes ou sociologues. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par consensus ? Rapidement, il faut qu'on le recontextualise en parlant de ce que veut je ne dirais pas le législateur, mais le constituant béninois. Parce que le consensus tel que c'est prôné dans nos institutions a été, depuis 1990, une option fondamentale d'exercice de la conférence des forces vives de la nation. Voyez, et donc la notion de consensus a été érigée en ce moment-là, et c'est cela qui a caractérisé jusqu'à maintenant notre renouveau démocratique. C'est un peu l'un des ponts baptismaux de ce renouveau démocratique. La notion du consensus, c'est une sorte de convergence des opinions, une sorte d'arbitrage, sociétal des forces vives de la nation pour éviter certains problèmes. Mais si on doit essayer de faire une certaine archéologie institutionnelle de cette notion de consensus, on peut remonter à l'histoire africaine même des arbres à palabres pour dire que la notion du consensus est une notion qui a toujours caractérisé le peuple africain. L'arbre à palabres, vous savez, tel que vous avez pu le lire dans la littérature africaine, lorsque les notables au niveau des institutions traditionnelles se réunissent, c'est toujours la notion du consensus qui guide les débats. Tous doivent parvenir à un consensus. Et c'est ainsi que les problèmes qui s'imposent à la société sont réglés. Beaucoup d'auteurs, des philosophes, notamment africanistes, sont amenés même à dire qu'il y avait une démocratie africaine, typiquement africaine, avant même qu'on ne rencontre la démocratie occidentale, en faisant référence notamment à cette notion de consensus, de l'arbre à palabres. Mais c'est là où le bas blesse. Pourquoi ? Parce que la notion du consensus ne saurait en tout état
de cause définir la démocratie occidentale. Voyez-vous, on ne saurait parler de consensus lorsqu'on veut parler de démocratie. Pourquoi? Parce que, pour rappeler déjà des auteurs comme Montesquieu... Les deux termes sont antinomiques? Les deux termes sont antinomiques. Il n'y a pas de démocratie avec le consensus. La démocratie va avec le contradictoire. Le dissensus. Le contradictoire, le débat. Il n'y a pas de démocratie sans débat. Est-ce que vous voyez? Et s'il y a consensus, ça veut dire qu'il n'y a plus de débat possible. Il n'y a plus de désaccord possible. Nous sommes tous d'accord. C'est ça la notion du consensus. Nous sommes tous d'accord sur le même point. Nous sommes d'accord. Il n'y a qu'une seule idée. On ne défend donc qu'une seule idée. La notion de consensus telle que c'est abordé depuis le constituant de 1990 dans nos institutions politiques au Bénin, c'est une notion dangereuse, mais il faut savoir comment les acteurs politiques se l'approprient, cette notion. Et c'est dans l'appropriation par les acteurs politiques que le bas blesse véritablement. Pourquoi? Parce que l'acteur politique, lorsqu'il soit oppositionnel ou gouvernemental, chaque fois qu'un problème se pose à la société, il va dire mais non, on le règle par la notion du consensus. On doit tout régler par la notion de consensus. Et je peux vous dire d'entrée de jeu que cette notion de consensus a fini par, je dirais, phagocyter en quelque sorte l'opposition. Parce que pour pouvoir s'opposer, il faut que deux idées au moins puissent s'opposer. Et que finalement, lorsque vous arrivez au pouvoir, puisque c'est le consensus, plus personne n'a envie de s'installer de façon confortable dans l'opposition. Il faut le consensus. C'est une mauvaise lecture du consensus. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Consensus, notion dangereuse pour la démocratie. Deux termes antinomiques. Merci beaucoup pour cette question. Je ferai d'abord quelques observations. Oui. Et je peux commencer par dire que la notion de consensus a été déjà prônée, même en démocratie, lorsqu'on se retrouve dans la démocratie représentative. Oui. Mais avant la démocratie représentative, nous avons la démocratie directe, oui. Et qui veut quand même que après avoir éprouvé un certain nombre de sentiments, après avoir défendu un certain nombre d'idées, et qu'on s'accorde sur l'essentiel. Et donc, le consensus, c'est la recherche d'un accord. C'est la recherche de ce qui émerge au-delà de tous les clivages. Et donc, lorsque vous prenez l'exemple de la conférence nationale de 1990 au Bénin, vous aurez constaté que la notion de consensus a été la cheville ouvrière des débats. Parce que justement, on a voulu laver le linge sale en famille. Et qui demande de laver le linge en famille, demande que l'on tombe d'accord sur un minimum après avoir exprimé les points de divergence. Et donc, la notion de consensus a été érigée en lettre de noblesse à partir de la conférence nationale et qui tire son origine des réalités africaines. Parce que mon collègue a parlé tout à l'heure de l'arbre à palabre qui veut que l'on s'asseye et qu'on discute et qu'on tombe d'accord sur un minimum pour avancer. Et cela dit, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, on ne peut pas dire a priori que la notion de consensus s'oppose diamétralement à la démocratie. Parce que c'est vrai, la démocratie s'impose comme étant la loi de la majorité, oui. Mais dans les démocraties les plus avancées, il y a une part qui est faite même aux minorités. Il y a ce qu'on appelle déjà au Canada les minorités visibles, qui veut que l'on accorde un certain intérêt à ceux-là qui sont marginalisés. Mais cela dit, lorsque nous abordons la notion de consensus en démocratie, qui veut que l'on fasse la loi de la majorité, il arrive quand même des situations où, même en accordant la part belle à la majorité, il est important de revoir un certain nombre de choses parce que on veut construire un vouloir vivre ensemble. Et lorsque les positions sont antagonistes, lorsque les positions sont clivées et qu'il y a une partie qui l'emporte, cela va de soi que ce qui est
ce qui s'impose comme décision va s'appliquer à tout le corps social. Et pour éviter les frustrations, il est important, dans certaines situations, de rechercher le consensus. Le consensus qui veut qu'il y ait unanimité autour d'un minimum qui puisse porter le vouloir vivre ensemble. Et du point de vue politique, le consensus peut être même l'élément fondamental à mettre au goût du jour. Parce que les solutions politiques ne sont pas forcément des solutions juridiques. Et donc, qui parle de solutions politiques veut qu'il y ait des concessions de part et d'autre. Et la notion de consensus représente le mieux cet idéal qui est recherché et qui veut que l'on tombe d'accord sur un minimum pour pouvoir avancer et construire une nation, un État, un pays. Oui, mais comment, pour rester avec vous, comment cette notion du consensus se déploie-t-il? Simplement parce que, se déploie-t-elle, pardon, simplement parce que nous sommes en démocratie représentative, il y a une majorité qui habituellement sort des urnes, qui est appelée à exercer pleinement son pouvoir pendant un temps donné, la minorité aussi a voix au chapitre en exprimant, parce qu'on est dans la règle dans la pratique démocratique habituelle, comment cette notion qui de plus en plus paraît parfois même sur certaines questions une injonction faite à la majorité qui a l'exercice du pouvoir. Comment ce consensus, comment cela s'agence-t-elle dans l'ordre institutionnel habituel qui est inhérent à la démocratie représentative? Je crois qu'il faut comprendre un peu l'histoire sociopolitique du Bénin, qui n'est pas isolée de l'histoire africaine en général. Oui. Et les solutions clivées, c'est ce qui est conforté par la loi et qui veut que ceux qui l'emportent. Mais au même moment, il y a des concessions à faire. Les concessions trouvent leurs racines même dans la recherche du consensus. Parce que justement, à ce niveau précis, il y a que l'on peut mieux se retrouver et laisser tomber les divergences à des moments donnés et là, rechercher des solutions qui sont typiquement des solutions politiques. Je vais donner un exemple. Et lorsque nous nous sommes retrouvés face à la situation de la révision de la Constitution, et vous avez vu tout le tollé que ça a suscité. Et il est arrivé plusieurs fois où le chef de l'État lui-même a souhaité qu'à l'Assemblée, les différents groupes antagonistes s'entendent sur quelque chose qui puisse faire l'unanimité. Et vous avez vu aussi que ce consensus n'a pu être réalisé et qui a débouché sur tout le reste. Alors, le gap qu'on a constaté, ce qu'on perd en s'arrimant stricto sensu à la loi de la majorité, parfois c'est plus grave, c'est plus considérable que ce qu'on va gagner en faisant, en s'entendant sur un minimum qui puisse générer le consensus attendu. Vous avez vu qu'à l'issue de ces élections, des dernières élections législatives que nous avons eues au Bénin, vous avez vu tout ce que ça a généré, simplement parce que les points de vue étaient antagonistes. Il y a des camps qui ont estimé qu'ils ont été évincés, mis de côté, et donc cela a fait que nous avons eu droit à un climat délétère sur le plan politique. Et donc, la notion du consensus dans ce cas de figure vise à sauver un minimum, à faire en sorte que le corps social puisse se maintenir dans la durée et qu'il n'y ait pas forcément des gagnants et des perdants dans le processus de construction de l'État. Et qu'à des moments donnés, on puisse, au-delà de ce qui pourrait faire la loi de la majorité, il peut arriver qu'il y ait des problèmes spécifiques qui sont des problèmes purement politiques pour lesquels la recherche de consensus est nécessaire pour mettre tous les camps à l'aise. Parce que justement, il y a des concessions à faire, il y a un minimum sur lequel on va pouvoir s'entendre pour construire tout un pays qui a besoin de tous ses fils et pour avancer. Oui, je voudrais qu'on lève un lièvre rapidement par rapport au concept. Est-ce que, parce que vous avez parlé d'unanimité tout à l'heure, est-ce que le consensus c'est
consensus et unanimité ou unanimisme, c'est la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas une différence? Évidemment, François-Xavier, il y a une grande différence et c'est ma différence de point de vue avec mon cher collègue Patrick Ranou pour dire que je voudrais réaffirmer que démocratie et consensus sont antinomiques. On ne saurait parler de démocratie lorsqu'on est dans le consensus. Pourquoi? Parce que nous avons tué à partir de ce moment le débat qui doit rester un débat contradictoire. La démocratie, et aujourd'hui, votre question, vous l'avez contextualisée sur la démocratie représentative. Ça veut dire nous avons des représentants de la nation qui sont les produits sui generis des partis politiques, donc émanation des partis politiques qui animent la vie politique au sein de l'Assemblée nationale ou des assemblées nationales. Alors, pour qu'il y ait parti politique, pour qu'il y ait animation de la vie politique, pour qu'il y ait débat, donc débat d'idées au sein d'une assemblée nationale, pour qu'il y ait pluralisme politique, il faut donc qu'il y ait des idées qui s'opposent, qui s'entrechoquent. Et maintenant, on ne peut parler de consensus et parler en même temps de concession. S'il y a concession, il n'y a plus consensus. Concession, c'est le compromis. C'est le compromis. Oui. Et comme on dit que c'est une démocratie majoritaire, c'est la loi de la majorité. Et pour arriver à cette loi, à ce produit majoritaire, c'est des concessions. Ce n'est jamais le consensus. Alors, je voudrais faire ce distinguo en disant que là où, tout à l'heure, je l'ai dit, il y a un problème d'appropriation des notions par les acteurs politiques et les acteurs de tous bords, là où il y a la difficulté se situe, c'est que nous avons la démocratie qui est un régime politique, voyez-vous ça, et la confusion s'étale dans le système politique même. Nous avons aussi un système politique qui est là. C'est-à-dire que la démocratie, qu'on soit au Bénin ou ailleurs, partout ailleurs dans le monde, la démocratie génère un système politique. Le système politique, il est neutre. Il doit être toujours caractérisé par sa neutralité. Pourquoi je dis qu'il est neutre? Il est neutre parce que le système politique n'est pas là pour véhiculer des idéologies. Et c'est au sein de ce système politique que les acteurs politiques de tous bords, la classe politique, partis d'opposition, partis de gouvernement, ils savent trouver les points de convergence. On peut, à ce niveau-là, manier la notion de consensus lorsque les institutions de la République sont en péril et qu'il faille se dépasser, sacrifier des intérêts partisans, par exemple. Des situations exceptionnelles, en somme. Des situations exceptionnelles. C'est la classe politique, à travers le système politique qui reste neutre, qui peut ainsi fonctionner avec la notion de consensus. Sans cela, je parle de problème d'appropriation par les acteurs. Dans ce cas précis, l'initiative en revient à qui? Mais vous savez, la classe politique, lorsqu'elle fonctionne, c'est un système. Hein, les uns et les autres savent se parler. Hein, en dehors de l'Assemblée nationale, en dehors des plateaux de télévision ou de radio, les acteurs politiques de tous bords, d'opposition et de gouvernement savent se parler entre eux, savent laisser tomber leurs convictions idéologiques pour se retrouver, pour trouver des points de consensus. Mais lorsqu'on va rester au niveau du régime politique lui-même, le régime politique n'est jamais neutre. Il est toujours connoté idéalement, idéologiquement. Pourquoi? Parce que le régime politique, c'est en cela que nous allons avoir le pluralisme politique des partis politiques qui vont être porteurs de telle ou telle idéologie politique et chacun va défendre ses convictions idéologiques pour ériger telle loi, pour soutenir tel projet, pour apporter tel programme, chacun avec sa connotation idéologique, ses convictions idéologiques pour les débattre, pour débattre sur ce point. Voyez-vous? Et en cela, on ne peut parler de consensus parce que si vous parlez de consensus, c'est dépouiller chaque formation politique, chaque acteur politique, chaque parti politique de ce qu'il a, de son substrat même, de son fil d'Ariane idéologique. C'est les dépouiller de cela. Chacun vient avec ses convictions. On n'y va pas en politique sans conviction. C'est parce qu'on a des convictions que nous allons en politique. Et donc, lorsque vous êtes dans les escassettes de l'Assemblée nationale, c'est avec vos convictions idéologiques, vous les défendez. Vous avez une famille politique, vous portez les marques de cette famille politique qui a envie de rénover pour le pays, pour l'intérêt de la nation tout entière. Vous pensez que vous êtes les meilleurs, vous avez vos idées, vous les défendez ainsi. Voyez-vous? Et en face, vous avez un vis-à-vis aussi qui apporte des idées pour essayer de faire améliorer, par exemple, ce que vous avez comme projet. Et donc, vous êtes persuadé que c'est le meilleur. Et il faut un débat, évidemment. Il faut un débat. Et lorsqu'il y a débat,
ce n'est pas avec le consensus. Et pour arriver maintenant à arrêter quelque chose, puisqu'il faut une décision, la décision est le fruit donc non pas du consensus évidemment, mais le fruit des concessions faites, hein, le fruit du compromis. C'est cela. Et c'est ce que les auteurs, les théoriciens de la démocratie, moi je parle pour la démocratie occidentale, pas la démocratie que des philosophes africanistes, je ne vais pas donner des noms, on peut dire la démocratie de l'arbre à palabre, voyez-vous, qui n'est pas une démocratie en tant que telle. Et donc, je ne parle pas pour le compte de ce genre de démocratie, si jamais on peut parler de démocratie. Voyez-vous, la démocratie représentative, telle qu'elle est prônée par Montesquieu, Rosa Vallon et tant d'autres auteurs, même Rousseau, cette démocratie représentative, c'est la loi, c'est le fruit de la majorité. Oui, tout à l'heure, comme l'a dit mon collègue, Dr Patrick Anou, vous savez, la démocratie directe n'existe pas aujourd'hui. Dans notre contemporanéité, il n'y a plus de démocratie à la surface de la Terre, il n'y a pas de démocratie directe. La démocratie directe suppose que, voyez-vous, le peuple se réunit et que beaucoup ont pu penser que les délibérations publiques étaient le fruit du consensus au moment où avait pu exister dans la démocratie artéienne, la démocratie directe, parce que les lois, c'est à main levée, on voyait tout le monde, et ce n'est pas une assemblée, c'est juste le peuple. Mais vous savez, arithmétiquement parlant, c'était possible à Athènes, parce que le peuple se réunissait. Vous savez très bien que beaucoup sont évincés de la qualité de peuple, et donc il restait combien? Ils sont environ 100, 500, c'est ça qui faisait le peuple. Mais aujourd'hui, restons à l'échelle, par exemple, du Bénin, qui est un petit pays, normalement, en termes démographiques. Mais vous ne trouvez pas les 11 millions de Béninois à main levée voter pour une loi. Ce n'est pas possible. C'est pareil, c'est cette impossibilité qui a valu la naissance de ce qu'on appelle la démocratie représentative, d'où les représentants de la nation. Et aujourd'hui, avec les systèmes, les partis politiques, pour animer cette démocratie représentative. Et donc aujourd'hui, évidemment, les entrepreneurs politiques que nous avons et qu'on peut appeler partis politiques, ils ont des convictions idéologiques, ils sont des vendeurs, des commerçants de produits idéologiques, et pour vendre ce produit idéologique, ce n'est pas seulement à l'occasion d'une campagne politique, c'est surtout au sein de l'Assemblée nationale qu'ils sont tenus contractuellement de vendre cette idéologie et donc de provoquer le débat idéologique, et jamais sur le terrain du consensus, mais toujours sur le terrain des concessions. Le professeur Alina réduit visiblement le champ du consensus à des situations exceptionnelles. Et il y a une nouvelle notion, donc celle du compromis. Donc comment vous vous positionnez par rapport à cela? Je crois qu'il faut clarifier un peu pour dire que, premièrement, en évoquant la notion de démocratie directe, et cela ne veut pas dire que nous nous retrouvons dans le cas de figure. La démocratie directe a eu son effet et s'est estompé, parce que du point de vue numéraire, ce n'est plus tenable. Nous sommes passés à la démocratie représentative, qui elle-même a évolué vers la notion de démocratie participative. Cela dit, j'ai l'impression qu'on ne s'entend pas très bien. En tout cas, moi, je ne laisse pas entendre que dans la démocratie représentative, il n'y a pas place au consensus. Je ne laisse pas entendre non plus que dans la démocratie représentative, il n'y a pas de débat. Il doit y avoir des débats. Et sur toutes les chaînes où je me suis prononcé, j'ai toujours milité pour qu'il y ait une opposition digne du nom. Parce que ce n'est pas concevable d'avoir une démocratie sans l'opposition. La démocratie, elle est plurielle. Elle est plurielle parce qu'on est dans une situation où différents sons de cloche sont entendus pour que l'on puisse vraiment avoir des raisons de caractériser ce qu'on pourrait appeler la libre expression. Et cela dit, la recherche de consensus vient comme pour avoir son droit de citer dans des situations un peu particulière. Ça, c'est évident. Parce que, justement, lorsque vous êtes dans la démocratie représentative, ceux-là qui ont réussi à se faire élire et qui sont légitimes du point de vue du pouvoir, et doivent pouvoir exercer normalement leur pouvoir jusqu'à terme, jusqu'à échéance. Mais cela n'empêche pas que
dans des situations précises, l'on recherche le consensus. Parce que, et en s'arrimant uniquement à ce que comment je vais dire, à ce que défend la démocratie représentative, c'est qu'il peut arriver des situations où l'on laisse tomber un certain nombre de situations aussi qui devraient concourir à construire l'État-nation. Et je fais référence là à Jürgen Habermas qui parle de l'agir communicationnel, qui suppose que les décisions prises au plan national devraient quand même tenir compte d'un certain nombre de particularités jusqu'à ce qu'on fasse une certaine synthèse. Et cela suppose justement que même dans des positions clivées où une partie est prédisposée à l'emporter sur l'autre, il peut y arriver des moments où l'on s'entende sur, l'on concède un certain nombre de choses et qu'on fasse prévaloir la loi du consensus, parce que ce qui est à sauver sur le plan social peut avoir un coût plus important et que ce que pourrait en tout cas permettre, ce que pourrait permettre l'attachement stricto sensu à la notion de démocratie représentative. Donc c'est ce que je voulais signifier pour montrer que, premièrement, quand on parle de démocratie représentative, on laisse le terrain favorable à l'expression, à la divergence des points de vue. Et cela est fondamental pour que ceux qui ont eu la chance de se faire élire puissent exercer jusqu'à terme. Mais cela n'empêche pas que dans des situations précises, l'on fasse recours au consensus. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait au Bénin, à partir donc de la conférence nationale, où la notion de consensus a été érigée comme principe constitutionnel. Oui, mais il faut rappeler que la conférence nationale obéissait à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une situation exceptionnelle. Est-ce que cette situation exceptionnelle devrait devenir pérenne? Pourquoi je le dis? Parce que on l'a pu observer, pas seulement au Bénin, en Afrique subsaharienne, que le consensus tend à devenir carrément un mode d'opposition, que ce soit dans le champ politique, les choix économiques, les choix sociétaux, et par ailleurs, les minorités s'en trouvent parfois débordées, puisque le mot est usité par tout le monde, les groupes religieux, la société civile. Il faut absolument trouver des consensus. Et après, ça ne devient pas, au fil du temps, une sorte de marchandage politique, une sorte de marchandage politique habituel qui nuit quelque peu, qui dépouille quelque peu l'ordre institutionnel propre à la démocratie représentative. Oui, vous voulez... C'est à moi. Oui, allez-y. Bon. Allez-y. Bon, d'accord, merci. Allez-y. Et l'abus en toute chose nuit. Ça là, c'est fondamental. Et ce n'est pas parce que on a invité les forces vives de la nation à recourir à la notion de consensus qu'il faut à tout prix l'utiliser. Parce que si on doit l'utiliser à tout prix, si on doit tout fonder sur la notion de consensus, ça veut dire que la notion de démocratie représentative va cesser d'exister, va tomber finalement en désuétude. Ce n'est pas le but recherché à la conférence nationale. Ce n'est pas que pour toutes les situations, il faut recourir au consensus. Et ça devient un objet vraiment de clientélisme politique, mais l'objectif qui est visé, c'est de faire en sorte pour être en harmonie avec l'histoire sociopolitique des peuples africains. On a estimé que il faut des situations quand même où l'on fasse recours au consensus pour pouvoir avancer, pour que quand n'ait pas l'impression qu'il sort toujours gagnant de certaines situations. Donc, en fait, en faire usage jusqu'à ce point, c'est peut-être en abuser et tordre le cou au processus normal qui devrait caractériser la démocratie représentative. C'est ce que je voulais dire quand Exactement. même. La même question? Oui, vous savez, François-Xavier, l'histoire politique de notre pays, le Bénin, nous permet de dire que la notion du consensus a été portée non pas par un régime politique, mais par on va dire un système politique, une classe politique. Le régime dictatorial autoritaire finissant de Mathieu Kérékou, fin des années, je dirais 90, ou c'est début des années 90, ce régime moribond était tombé
ce n'est pas ce régime qui a porté ou qui a érigé la notion de consensus, mais c'est le système politique qui a survécu à ce régime. Et donc, c'est normal qu'un système politique qui se réunit, qui était neutre, ce n'était plus le marxisme-léninisme qui a commandé la conférence des forces vives de la nation. D'accord? Ce n'était pas non plus la démocratie qui avait commandé cela. C'est un système politique qui est neutre de toute connotation, de toute couleur politique. C'est ce système politique idéologique qui s'était réuni et qui a prôné comme vertu ou comme valeur la notion du consensus. Cette notion a transparu dans la Constitution qui a été le fruit de leur débat. Voilà. Et très souvent, ce mécanisme du consensualisme a été utilisé pour ramener la balle à la terre lorsque les institutions de la République ne parviennent plus à l'harmonie qui devait guider leur synergie d'action. Bon, très bien. Mais il faut dire que la notion du consensus, on le retrouve même en France. Cette notion, on la retrouve aussi en France, mais ça caractérise le fonctionnement de la classe politique, c'est-à-dire du système politique, mais jamais du régime politique. On ne peut pas dépouiller un régime politique, fût-elle la démocratie, de son contenu idéologique. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la notion du consensus a toujours caractérisé les systèmes politiques dans leur synergie d'action, puisque l'opposition n'existe pas tout seul sans le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas avancer seul sans l'opposition. Donc, ils savent s'entendre et ils savent afficher aussi le point de différence, de divergence lorsqu'il s'agit de s'arrimer à la démocratie. Vous avez dit, et vous avez bien fait de le remarquer, que cette notion de consensus est souvent prise en otage, dénaturée. Ça devient, la raison de marchandage politique, de blocage des plus pernicieux. Oui, c'est bien ce qu'on peut constater. On ne le constate pas seulement dans le régime politique actuel, on l'a constaté depuis longtemps, depuis le renouveau démocratique. Tout le monde a pris en otage cette notion de consensus pour faire, une adhésion complète, soit à une famille politique. Vous savez très bien que la RB dans ce pays, sous le premier régime du renouveau démocratique, a été un parti politique puissant. Oui. Le premier parti politique. Mais, à cette époque-là, après, au nom du consensus, lorsque la personne est le patron, est tombée en quelque sorte en désuétude, le curseur du consensus bascule vers la nouvelle famille ou la nouvelle individualité politique qui émerge. Et tout le monde converge autour de cette personne-là. Et on l'a connu quand Kérékou est revenu, on l'a vu sous Yaïboni, et nous le vivons encore, a fortiori, maintenant. Le consensus se fait derrière des personnalités politiques, parce que ce sont eux qui ont le vent en poupe dans le système, et plus personne n'a envie de combattre avec des idéologies, des armes idéologiques, de combattre pour des institutions, mais plutôt pour des personnalités. Est-ce que vous voyez? Et le consensus finit par nous amener à des formes de personnalisation du pouvoir. Non seulement d'antan, mais encore d'actualité. Pourquoi? Et chacun trouve son chou gras à travers cette notion de consensus. Qui veut s'opposer? Parce que pour s'opposer, il faut briser cette baie vitrée-là du consensus. Il faut pouvoir réussir à briser cela. Mais qui a le courage de s'opposer? Vous êtes opposant, vous êtes minoritaire, ce n'est pas normal. Et comme je vous le disais, des partis, on a connu la RB très puissante, devenue parti phagocyté, quasi inexistant. On a connu FCBE dans ce pays, parti majoritaire, rapidement, immédiatement au lendemain des élections, devenu parti moribond, agonissant, effiloché, quasi inexistant, qui essaie de renaître de ses cendres. Nous avons aujourd'hui des partis comme l'UP, le BR, qui ont aujourd'hui le vent en poupe. Mais en raison de cette notion mal appropriée du consensus, qui a valu la naissance de ces blocs oligopolistiques, demain, ils vont connaître le même sort de partis moribonds, tombés en désuétude, au profit d'un autre,
Et donc, on ne peut pas continuer ainsi avec la notion de consensus. Il va falloir que, aujourd'hui, à l'aide de la maturation de la démocratie béninoise, on peut même plus continuer de parler du renouveau démocratique, ça fait 30 ans, je crois. Maintenant, il va falloir que le consensus soit mieux approprié, qu'il y ait vraiment des débats d'idées pour faire approprier aux acteurs politiques la notion de consensus, pour savoir que lorsqu'il s'agit d'animer la vie politique, il faut que ce soit des concessions et que chacun puisse rester dans sa chapelle politique et idéologique pour accepter le débat politique avec l'autre chapelle, et qu'on ne se retrouve plus dans cette chasse aux sorcières au nom du consensus. Nous sommes tous majoritairement réunis ici, et sur l'autre rive, il n'y a plus personne. Il y a très peu de personnes qui se retrouvent sur l'autre rive. C'est en procédant comme cela, de façon consensuelle, que nous tuons, pour aujourd'hui et demain, la démocratie représentative au Bénin. Oui. Oui. Je voudrais évoquer une position d'un philosophe précédemment membre du Conseil économique et social français, Bernard Hibal, qui dit, à propos du consensus, qui dit précisément « L'écoute des minorités tend à remettre en cause l'état de droit par la prise en compte d'intérêts individuels et catégoriels, ce au nom de la paix et de la stabilité politique. » Sa thèse, c'est que au nom du, parce que quand on parle de notion de consensus, ce qui est suscité aussi en arrière-plan, c'est éviter à tout prix les conflits. On dit est-ce que vouloir éviter à tout prix les conflits justifie la préemption de cette notion? D'abord, il faut dire que la démocratie ne s'oppose pas au conflit. Hein, ce sont les conflits même qui vivifient. Ils font l'essence de la démocratie. Oui. Mais cela n'empêche que l'on tienne compte des minorités. On ne peut pas évacuer ça de l'arène politique. Et parce que j'ai évoqué à l'entame de cette émission qu'il y a dans d'autres pays ce qu'on appelle les minorités visibles et dont il faut tenir compte parce que l'État a un tout. Et j'en viens maintenant à une observation qui me paraît quand même fondamentale. C'est que pourquoi on décrit aujourd'hui le consensus? C'est parce que justement il y a une tendance à la gauchisation même du terme. À la gauchisation. C'est-à-dire qu'on tord le cou finalement, on l'utilise pour d'autres intérêts, des intérêts inavoués. C'est parce qu'on l'utilise, qu'on tente à tout prix à l'utiliser pour des intérêts inavoués que l'on se rend compte de peu de performance même du terme dans l'arène politique aujourd'hui. Or, il est prouvé que le recours à la notion devrait se faire dans des situations vraiment particulières. Aujourd'hui, mon vis-à-vis a parlé donc de la transition, a épinglé un peu la transition démocratique. C'est vrai, on n'est plus dans la transition parce on peut dépasser les considérations liées à toute forme de transitologie et en venir à la consolidologie pour montrer que l'on peut s'en prendre, en tout cas l'on peut s'intéresser aujourd'hui à la consolidation de la démocratie. Si l'on suit l'itinéraire que nous avons suivi jusque-là, on peut penser à une espèce de consolidation de la démocratie pour peu que l'on fasse attention désormais à la nécessité de revoir, je ne sais pas, le paysage partisan au Bénin. Et il a eu raison de parler de la nécessité de faire en sorte que l'on ait des partis vraiment solides qui animent la vie politique. Parce que sans parti politique solide, on ne peut même pas rêver conquérir le pouvoir d'État et l'exercer dans des conditions idéales au profit des citoyens. Parce que ce qui est recherché, c'est le bien-être des citoyens. Et il faut qu'on dépasse les considérations que nous avons eues jusque-là et qu'on ait des partis solides, des partis qui fassent vraiment le job et qui s'intéressent à l'avenir du pays et de façon à ce que qu'il y ait des propositions d'alternatives pour que les citoyens aient des raisons valables d'aider à réaliser l'alternance au sommet de l'État sur des bases vraiment claires. Et donc, faire revivre les partis politiques,
c'est un passage obligé. Le consensus, dans le cas où tout fonctionne normalement, serait perçu comme un pis-aller. Un pis-aller. Et pour remettre les pendules à l'heure à des moments donnés, dans des situations exceptionnelles, parce que, justement, il faut viser l'intérêt de tous les citoyens et pour que le Bénin puisse se construire, pour que les États puissent se construire convenablement. Oui. L'autre question, on parlait d'idéologie tout à l'heure. Est-ce que cet abus ou cette dérive qu'on observe quant à l'usage de cette notion n'est pas liée surtout à la mort des idéologies? Je vais paraître un peu provocant. Quelqu'un a dit à la chute du mur du Berlin que bon, les idéologies étaient mortes. Le seul qui prévalait, qui avait gagné la bataille, c'était le capitalisme. Est-ce que il y avait pas est-ce que la vacuité du système intellectuel, après, si on revient à notre pays après les années 90, où il n'y avait plus à combattre le marxisme-léninisme et à réinventer un avenir commun pour tout le monde, est-ce que l'absence d'idéologie ne justifie pas un peu qu'à la moindre crispation, qu'on crie à la qu'on fasse injonction à la majorité au pouvoir de rassembler, comme l'a dit, les forces vives de la nation, d'aller vers un consensus à tout bout de champ? Est-ce que il n'y a pas un problème idéologique réel? Non, je n'ai pas cette lecture de la question. D'abord, je rappelle Montesquieu qui disait que la démocratie part d'un constat, celui de l'accord impossible. La démocratie représentative part d'un constat, celui de l'accord impossible. Ça veut dire que tout le monde, si on a pu parler de démocratie, c'est parce que nous sommes tous en désaccord. Et que nous sommes d'accord pour être en désaccord. Nous sommes d'accord pour être en désaccord et que les délibérations vont amener au point de compromis où nous allons prendre un peu de vous, François Xavier, un peu de mon collègue Patrick Nganou, un peu de moi-même. Et c'est ça, ce compromis, qui devient la loi de la majorité. Donc, comme il le disait, écoutez les minorités, personne n'est mis à la touche lorsqu'on procède ainsi, en tenant compte de tous nos désaccords pour parvenir à un compromis, pas à un consensus, à un compromis. Vous avez dit que, est-ce qu'il n'y a pas mort d'idéologie? Non. Si on veut rester dans notre contexte territorial, le Bénin, le contexte politique, il n'y a jamais eu d'idéologie. Je sais très bien que beaucoup de partis... Il n'y a jamais eu d'idéologie. Il n'y a jamais eu d'idéologie. Je sais qu'il y a un parti qu'on doit appeler le Parti communiste du Bénin. Je ne les connais pas trop. Bon, pour moi, c'est des partis tribuniciens qui n'ont pas la vocation de la conquête du pouvoir politique. Ils sont restés toujours marginalisés jusqu'à aujourd'hui. Bon, je ne le dis pas pour provoquer, mais c'est un constat empirique. Et que les autres partis qui sont nés, et puisque vous savez très bien le terrain politique béninois empoisonne beaucoup de partis politiques, ces partis ont des aspirations sociétales, mais jamais des aspirations fondées sur des lignes idéologiques ou idéales. Sinon, refaites un autre plateau avec des acteurs politiques de ces formations partisanes pour qu'ils viennent défendre leur point de vue idéologique. Et on saura où est l'idéologie. Il n'y a pas eu donc de mort, il faut d'abord naître. Les partis politiques n'ont pas pris l'habitude, compte tenu du fait que nous sommes dans des démocraties qui sont arc-boutées sur des administrations patrimoniales, néopatrimoniales. La démocratie manducatoire, la démocratie où ce qui vient faire le substitut de l'idéologie, c'est le prébandalisme, c'est la conquête, voyez-vous, des biens, des fruits de la démocratie, de la politique. Donc, c'est la mendication. Donc, chacun vient faire la politique pour se nourrir, en quelque sorte. Non pas parce qu'on est convaincu idéologiquement. Vous avez dit que à la chute du mur de Berlin, vous avez un auteur qui dirait que il y a eu mort des idéologies, mais je pense que c'est des confusions. Des confusions, pourquoi? Parce que la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre... Ou du moins qu'il y a une seule idéologie qui a gagné la bataille. Oui, on dira, oui, il y a le capitalisme qui a triomphé sur le socialisme, donc tout, voilà, et que, voilà, exactement, et que, au fond, c'est le triomphe de la démocratie, mais la démocratie qui suppose
le pluralisme idéologique, on ne peut plus parler de la fin des idéologies. Au fond, c'est que on est revenu dans le pluralisme des idéologies. Comme le Bénin a pu connaître sous le régime autoritaire de Mathieu Kérékou, le marxisme-léninisme, c'était la seule idéologie qui commandait l'action politique à cette époque-là. Mais avec la démocratie, on a rêvé d'avoir plein d'idéologies qui vont commander le fonctionnement de tant de partis politiques dans le pluralisme politique, mais je pense que nous peinons toujours à arriver à cette fin-là. Donc, c'est cette aporie d'idéologie qui fait que, évidemment, les acteurs politiques de tous bords vont profiter du consensualisme en lui donnant des variances d'idéologie. Et donc, finalement, ça commande leur action. Oui, c'est le consensus. Et finalement, point d'idéologie. Exactement. Est-ce que, pour aller dans le même sens, est-ce que en réalité, le vrai problème, c'est l'absence d'idéologie? Alors, pour s'opposer, on cherche des palliatifs et cette notion de consensus vient servir à toutes les sauces pour essayer d'handicaper ou de bloquer au maximum l'exercice du pouvoir majoritaire en place. Rappelons-le, on est en démocratie représentative, le mandat est limité dans le temps, mais est-ce que ce n'est pas l'absence, le mal est plus profond? Moi, je voudrais quand même dire que il est difficile de répondre par oui ou par non à votre question. Mais il faut faire des constats et que à suivre l'histoire politique du Bénin, on se rend à l'évidence que le recours à l'idéologie a dégringolé un peu de son piédestal. Lorsque vous voyez que au temps du PRPB, il y avait le socialisme qui a été prôné, et par la suite, on est passé à l'option démocratique qui veut que l'on ait plusieurs partis politiques avec des idéologies bien précises. Mais à l'arrivée, on constate qu'il y a beaucoup de partis politiques. On l'a souvent mentionné dans différentes études, différentes recherches. Il y a beaucoup de partis politiques au Bénin qui n'ont pas une idéologie affirmée. Et le clou de tout ça, c'est que la nouvelle charte des partis politiques, dans cette nouvelle charte, il n'est même pas mentionné le recours à l'idéologie comme condition sine qua non d'existence des partis politiques. On devrait le marquer. Ça veut dire quoi finalement? Que dans l'arène politique, on a l'impression que l'idéologie n'a plus sa valeur. L'idéologie qui devrait incarner le parti politique a cessé d'être considéré comme tel. Vous voyez vous-même. Et ça c'est tombé de lui-même parce que justement, on n'a pas pris l'habitude de rester collé à l'idéologie. Et vous avez vu toute la pléthore de partis politiques qui avaient eu par le passé. On a compté jusqu'à plus de 300 partis politiques déjà en 2010. Plus de 300 partis politiques. C'est inconcevable. Est-ce que chacun de ces 300 partis défendait une idéologie? Non. Donc, mon collègue a parlé de marchandisation, oui, et de mendication, de la patrimonialisation même des partis politiques ou de l'État en général, pour parler comme Jean-François Médard, et à la suite revoir Richard Banegas, revoir Jean-François Bayard, qui ont entre-temps parlé de la politique du ventre. Vous voyez très bien que on a utilisé souvent dans notre arène politique le parti comme, comment il va dire, la voie par laquelle on accède à des prébendes. Et donc, cela ne nous édifie pas outre mesure. Et donc, on doit faire en sorte que l'environnement dans lequel évoluent les partis politiques soit un environnement assaini, pour que l'existence d'un parti politique soit consacrée comme tel sur la base d'une idéologie, et que le parti lui-même ait un mode opératoire qui puisse vraiment justifier sa raison d'être, c'est-à-dire animer convenablement la vie politique et proposer une certaine alternative, puisque c'est en proposant
l'alternative et qu'il peut espérer et concourir à réaliser, n'est-ce pas, l'alternance au sommet de l'État. Et donc, si les partis ne s'affichent pas comme tels, vraiment, je pense que on aura perdu notre temps. Et donc, aujourd'hui, ce qui est défendu au niveau de la nouvelle charte, on a parlé de réforme partisane. Oui, l'idée en tout cas, est géniale. Faire en sorte que des partis se retrouvent et construisent quelque chose de nouveau. Mais encore faudrait-il que l'on ait recours à l'idéologie qui devrait caractériser et qui devrait aider à éclaircir l'horizon des partis politiques eux-mêmes et faire en sorte que le milieu partisan puisse être vécu et que le militantisme revienne. Parce que le militantisme n'existe pas. Quand mon ami parle donc de manducation, ce n'est pas seulement au niveau des leaders politiques, c'est descendu même jusqu'aux citoyens électeurs qui aujourd'hui essayent de rentabiliser leur position de pouvoir. Parce que le citoyen électeur est aussi dans une position de pouvoir. Et il l'exprime, il affiche à l'occasion du vote. Parce qu'il lui revient de sanctionner ou bien d'accorder son suffrage à qui il veut. Oui, justement. Mais une fois que le citoyen a accordé son suffrage, une fois que le citoyen a délégué sa souveraineté pour un temps donné, et après coup, parce qu'on l'observe de façon régulière, après coup a peut-être d'autres aspirations, sincères ou pas, on n'est pas là pour en juger. Comment une majorité en exercice peut prendre en compte ces revendications-là et quelle place lui donner, lui attribuer dans l'exercice du pouvoir au quotidien. Pourquoi la question se pose? Parce que vous avez ces dernières années une troisième composante qu'on peut agréger sous le terme de société civile, parce que la société civile embrasse beaucoup de choses, qui tend à préempter le champ politique en faisant pratiquement parfois des injonctions au pouvoir politique. Voilà, le peuple a d'ici, la rue a d'ici, ainsi de suite. Comment une majorité se positionne par rapport à cela? Si la question est pour moi, oui, allez. Une majorité, mais ne parlons pas de majorité, parlons des représentants de la nation. Oui. Parlons aussi du gouvernement. Le gouvernement, il est là pour être aussi à l'écoute. À l'écoute. Il n'est pas là pour faire la sourde oreille aux tribulations, aux revendications, même pas la rue. Il est là aussi pour être à l'écoute un gouvernement. C'est sa fonction. Puisque sa fonction, c'est la fonction de l'arbitrage. L'Assemblée nationale, les représentants de la nation sont également là pour être à l'écoute. Même si chaque député est porteur d'un mandat et il en fait ce qu'il veut de son mandat, sans devoir tenir compte des aspirations populaires, mais pour autant, ils sont à l'écoute de ceux qui leur ont accordé leur suffrage. Voyez-vous ça? Donc, ils ne sont pas là pour faire pour eux-mêmes, pour eux tout seuls. Ils sont là pour être à l'écoute et essayer d'arbitrer, d'essayer maintenant de parvenir à des points de compromis. Le gouvernement également, c'est de parvenir à des points de compromis. L'Assemblée nationale, c'est de parvenir pour nous faire des lois sous la base des compromis, non pas des aspirations unilatéralistes. D'accord? Et vous voyez, puisque c'est la notion du consensus qui nous a conduit à ce débat, ne finissons pas, si jamais le consensus est une exigence pérenne et dévoyée et dénaturée dans son contenu, tel qu'on l'observe, nous risquons de finir dans le constat du régime marxiste-léniniste de Mathieu Kérékou, qui est un régime caractérisé par l'applaudissement. Quand il y a applaudissement populaire, tout le monde applaudit pour la personne ou les instances politiques les plus fortes du moment, tout le monde applaudit. La démocratie de l'applaudissement, si on en vient là, par le truchement du consensus, on aura dévoyé la démocratie elle-même de tout son contenu. On n'aura pas fait comme les pères fondateurs ou les théoriciens de la démocratie, partis de ce constat de l'accord impossible pour arriver à des points de compromis, sans compromission bien entendu. On n'aura pas fait comme eux, on serait revenu, comme le dire, comme sans faire du pléonasme, on serait revenu en arrière dans un régime idéologique monocolore, monolithique, parce que tout le monde applaudit, même lorsque vous n'avez pas de conviction. Et peut-être faire le lit de l'autoritarisme. Eh bien, nous sommes même déjà dans l'autoritarisme.
sur la même question. Oui, merci beaucoup pour cette question. Et je voudrais quand même faire Et on va en remarquer profiter pour très sortir de rapidement ce que débat. la prise en compte des aspirations des citoyens reste fondamentale. Oui. Il y a deux choses, la légitimité des gouvernants, et ça qui est par l'élection. Oui. Mais après l'élection, il faut maintenant une autre forme de légitimité, et la légitimité par l'action politique. Et c'est justement sur ce terrain-là, sur ce terrain précis, que les citoyens attendent les gouvernants. Parce que, pour parler un peu comme Daubry, on peut passer de la légitimation à la délégitimation. Ce qui n'a rien à voir avec la légalité, parce qu'un mandat peut être légal et connaître une délégitimation. Oui, et donc, est-ce que ça veut dire que en dehors des spots prévus pour que les citoyens puissent exercer son droit de jugement sur l'action politique, est-ce que ça veut dire que l'action politique d'une majorité doit être validée de façon perpétuelle et continuelle? Est-ce que à chaque point d'arrêt, on va dire l'opinion publique, pour être très large, peut imposer à un gouvernement à qui elle a donné mandat précédemment lors d'une élection, par exemple sur une question sociale ou sociétale, donc arrêtez, vous faites ci. Est-ce que en dehors des périodes prévues, de la périodicité prévue pour le changement ou la prolongation des majorités ou l'alternance au pouvoir, est-ce que une majorité légitime doit se faire valider de façon quotidienne ou de façon périodique? Non, c'est pas comme ça se fait, mais il y a quand même une oreille attentive aux aspirations des citoyens, une oreille attentive. Et c'est justement pour ces raisons que je parlais de légitimité par l'action politique. Et de plus en plus, j'ai souligné que nous sommes même passés à une démocratie participative qui veut. Des citoyens spectateurs, c'est fini ça. C'est fini. Les organisations de la société civile qui jouent le rôle d'éveilleurs de conscience et qui assurent la veille citoyenne devraient faire en sorte que, une fois que les élus sont installés, qu'on ne leur colle pas la paix et les attendre à la fin du mandat. C'est fini ça. Il faut une veille citoyenne et faire en sorte que ces citoyens-là soient associés à tous les projets qui sont conçus. Aujourd'hui, la notion de contrôle citoyen de l'action publique qui veut que les citoyens interviennent à la fin du processus pour donner pour sanctionner ou pour apprécier. Non, on a passé cette étape. On veut qu'on les implique même à toutes les phases de réalisation et depuis la conception jusqu'à la réalisation. Et donc, puisque finalement, on agit pour qui? On agit pour les citoyens. Et une fois qu'on agit pour eux, une fois qu'on sait que la construction du vouloir vivre ensemble suppose l'implication de toutes les parties prenantes, une fois qu'on le sait, les gouvernants doivent veiller à ce que les aspirations des citoyens soient prises en compte. Donc, dans l'élaboration de leur politique publique, d'abord, il est important de tenir compte. Et deuxièmement, dans la mise en application, qui suppose l'action politique, l'action publique, et il faut vraiment faire en sorte que les citoyens soient écoutés. Et pour procéder à des réajustements, c'est nécessaire, parce que sinon, vous allez réaliser des projets pour des citoyens, et finalement, ils ne se retrouveront pas dans ces projets-là. Et donc, ils ont, c'est le corps social, c'est le corps politique, comme le dit Jean-Jacques Rousseau, et qui a son dernier mot sur tout ce que vous faites comme action. C'est son dernier mot qui compte. Parce que quand vous allez solliciter après un renouvellement de mandat, ce sont les citoyens qui vont avaliser. Oui. Et donc, la souveraineté, le peuple étant souverain, il revient aux citoyens vraiment de se prononcer. Et vraiment, il y a une expression imagée qui me vient à l'esprit. Pour finir rapidement, oui. Et qui a été vraiment évoqué par deux auteurs, Adam Prewozki et John Sprague, qui ont étudié le socialisme électoral et qui en sont parvenus à l'expression paper stones, pierre de papier, et qui ont laissé entendre que l'acte que pose l'électeur dans l'isoloir
peut frapper plus fort qu'une pierre lancée dans la rue en guise de protestation. Et donc, le citoyen a les coups des franches pour qu'en temps voulu, en temps opportun, il puisse sanctionner. Et donc, la prise en compte des desiderata des citoyens reste vraiment une condition nécessaire pour le bon fonctionnement de ce qu'on pourrait appeler l'action politique. Alors, pour conclure, professeur Aïna, au sorti de ce débat, la place du consensus en démocratie et comment cela peut se charpenter dans la vie institutionnelle au quotidien et votre mot de fin, ce que vous voulez nous dire. La place du consensus en démocratie, je ne vais pas me contredire. Le consensus n'a pas sa place dans la démocratie si nous voulons rester judicieux avec les termes. Le consensus peut trouver sa place dans le système politique qui est neutre, mais pas certainement en démocratie. La démocratie, ça part de ce constat rappelé par Montesquieu, c'est celui de l'accord impossible. Et donc, on ne peut pas partir d'un accord impossible pour arriver au point de compromis à travers le truchement du consensus. Pas de consensus en démocratie, mais plutôt des concessions. Alors, vous avez parlé de légitimité, de légalité et vous n'avez pas parlé de popularité. Je voudrais dire, c'est mon mot de fin, que les élus de la nation, les gouvernants de l'État, qu'on soit béninois ou étranger, doivent savoir que s'il y a une légalité, il y a un socle légal qui prévoit leur mandat, leur institution, les institutions qui les portent, qui encadrent le pouvoir. S'il y a une légitimité parce qu'ils n'ont pas arraché de façon sanguinaire ou tyrannique le pouvoir, le mandat politique, il y a donc, et c'est le fruit d'une élection politique. Si tout cela reste comme des acquis pérennes, ce qui n'est jamais pérenne, c'est la popularité. Les élus de la nation peuvent voir entamer leur popularité. Les gouvernants de l'État peuvent voir leur popularité déconstruite, dégringoler, tout simplement parce qu'il y a plus de consensus populaire. Je ne parle plus de la classe politique ou du régime. Populaire. Il n'y a plus de consensus populaire autour de leurs idéaux politiques, autour de leur programme d'action. Et que pour rester à l'écoute du peuple qui détient la souveraineté populaire, il faut partir, il faut arbitrer, non pas céder aux minorités, bruyantes, voilà, parce que sinon ce sera difficile de gouverner, mais quand même rester à l'écoute du peuple, c'est aussi le b.a.-ba de la démocratie. Ne pas céder aux minorités bruyantes, 2 secondes. Merci beaucoup et je voudrais quand même revenir à une idée centrale, c'est-à-dire faire en sorte que dans notre démocratie, il y ait une mouvance et qu'il y ait également une opposition. L'opposition est nécessaire. L'opposition est comme le contrepoids qui fait fonctionner tout le système. Et on ne peut pas parler de démocratie sans... Deuxièmement, la notion de consensus ici, je dirais que peut-être qu'il faut revenir à ce qu'on pourrait appeler le consensus social. D'aucuns parlent de démocratie consensuelle ailleurs. Je ne parlerai pas de consensus populaire, je parlerai de consensus social et qui va servir de rudiment nécessaire et pour alimenter tout l'environnement politique, pour que les partis politiques qui opèrent dans l'arène politique puissent trouver des raisons valables de défendre l'intérêt supérieur de la nation et que l'on promeuve davantage et l'alternance parce que c'est un élément fondamental qui fait qu'un pays, par exemple, peut avancer pour le bonheur de ses citoyens. Merci, Dr Patrick Renou. Je le rappelle, vous êtes sociologue et politiste, maître assistant des universités du CAMES et expert en gouvernance démocratique et développement. Merci beaucoup. Oui, nous avions en face Dr Fidèle Kadoupé Aïna, également maître politiste, maître assistant des universités du CAMES. Merci à vous pour vos contributions très pertinentes. Mesdames, Messieurs, nous en avons fini pour le débat technique de ce jour. Vous pouvez toujours continuer le débat sur notre page Facebook E-Télé en direct, la page du débat technique. Toutes vos contributions sont bienvenues. En attendant, bonsoir chez vous et à la semaine prochaine.